La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer dans l'éco-anxiété et être dans l'action ? Et donc nos luttes d'occupation pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la fête. Et en fait, on passe complètement à côté de ce que ça fait au monde d'optimiser. L'enjeu, ça va être de reconstruire. La violence, c'est le mépris envers les populations. Et c'est les bouffons du pouvoir, quoi. Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance. On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois. Oui, ça va passer aussi par du sabotage. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Saison 3, épisode 8. Dévalider l'écologie, perspective CRIP, interdépendance et autonomie. Coucou. Avec la pandémie de Covid qui sévit toujours, il nous a semblé important d'aborder la question des enjeux écologiques au travers de la perspective d'un groupe surimpacté et marginalisé, les personnes handi. Le terme handi, comme diminutif de handicapé, est utilisé principalement dans les communautés militantes antivalidistes et recouvre un continuum d'expériences diverses. Dans l'imaginaire commun, la première image associée au terme de handicap est celle d'une personne en fauteuil roulant. Pourtant, 80% des handicaps ne sont pas à première vue, entre guillemets, visibles. Et la notion même de handicap n'est pas figée. C'est d'abord un état qui se caractérise par sa différence avec une norme, qui elle aussi change dans l'espace et dans le temps. Le handicap, c'est à la fois un ensemble de processus individuels internes, comme la douleur par exemple, et des contextes ou situations, à la fois physiques et socio-économiques, qui font qu'une même difficulté ne sera pas handicapante de la même manière pour tout le monde. Si des pensées liant questions raciales ou patriarcales et questions écolo émergent de plus en plus, les enjeux du validisme sont beaucoup moins présents, portés et entendus dans les milieux écolos. Ce qui rend ces milieux donc non seulement inaccessibles, mais même parfois hostiles aux personnes handi. Pourtant, les réflexions et actions CRIP, tout le savoir communautaire handi, notamment de survie, nous apportent beaucoup pour repenser non seulement l'écologie au sens large, mais aussi les questions liées à l'autonomie ou le rapport à la technique. Pour parler de validisme, il nous semble que le Covid est un bon exemple pour poser le contexte actuel. Le Covid a mis en lumière la non-prise en compte des enjeux handi par une grande partie des milieux militants. Si on a pu voir au début de la pandémie, notamment lors du tout premier confinement, la mise en place de mesures d'accessibilité telles que la visio, le port du masque ou des mesures d'entraide telles que la livraison à domicile et la distribution de produits essentiels, elles ont été progressivement abandonnées une fois que le gouvernement ait décidé que la pandémie était terminée et que tout le monde devait donc retourner travailler. Pendant cette courte période d'adaptation collective, une grande partie du monde a touché du doigt le quotidien préexistant des personnes handi. Porter un masque, faire plus attention à se laver les mains, l'isolement prolongé, la prise de conscience des virus et de la vulnérabilité immunitaire, la nécessité de compétences handi en matière de soins et d'adaptabilité. Autant les critiques de l'État et des mesures gouvernementales peuvent être plutôt facilement admises sur plein d'enjeux dans les milieux militants, et c'était notamment le cas sur le pass sanitaire et sur la volonté de gérer l'épidémie via le contrôle social plutôt que la solidarité, autant quand l'État a décidé qu'il n'y avait plus rien à craindre du Covid, cela a suffi à une large partie de la population sans apport critique sur pourquoi l'État pouvait avoir intérêt à tenir ce discours-là. Comme sur d'autres sujets, le gouvernement a en fait fait le choix, poussé par l'extrême droite, d'une politique eugéniste du vivre avec. Vivre avec, c'est accepter que toute la population, mais plus particulièrement les classes populaires, et parmi elles, ces franges les plus fragilisées que sont les personnes racisées, sexisées, mais aussi les personnes immunodéprimées atteintes de maladies chroniques ou handicapées, vivent dans la peur, se fassent infecter, contractent des Covid longs ou meurent. Cette politique validiste a beaucoup été portée par l'extrême droite, qui en fait, dès le début de la pandémie, a tout fait pour nier son existence,
avec comme objectif principal de juste faire tourner l'économie et de continuer à démanteler toute forme de protection collective. On retrouve notamment Alain Soral et son réseau de néo-nazis qui, sans surprise, dès le début de la pandémie, affirme qu'elle n'est qu'un complot sioniste, et Florian Philippot, leader du parti d'extrême droite Les Patriotes, qui initia en France l'immonde usage de l'étoile jaune dans les manifestations anti-vax. Ces dernières furent poussées par le collectif de désinformation médicale Réinfo Covid, très lié aux catholiques intégristes, à plusieurs mouvements sectaires et aux néo-nazis de Soral. Vivre avec le virus, c'est un laisser mourir, si cela signifie nous laisser contaminer et recontaminer. Ne prendre aucune mesure de protection mutuelle relève du validisme, renforce les inégalités sociales et revient à exclure des espaces communs les personnes soucieuses d'éviter le plus les contaminations. Pourtant, cette pandémie n'est pas la première, ni la dernière à laquelle nous avons fait et ferons face. Et il nous est possible d'apprendre des expériences passées. S'il est maintenant plus ou moins acquis, depuis l'épidémie du sida, que le port d'une capote lors d'échanges potentiels de fluides corporels est une mesure de réduction des risques efficace contre le VIH et les IST, alors il devient logique de comprendre que le port du masque lors d'échanges de respiration est une mesure de réduction des risques efficace, mais pas suffisante, contre le Covid et d'autres maladies respiratoires. Dans les milieux militants, on est nombreux et nombreuses à essayer de donner de l'importance aux questions de soins, de care et d'entraide. Porter un masque, par exemple, est une manière de prendre en compte cette question de la solidarité et de ne pas abandonner un pan entier de la population déjà marginalisée. Après avoir posé ce contexte, on s'est dit qu'on voulait un peu plus creuser ces questions-là, et du coup on est allé parler avec Harriet, qui est une militante queer, noire et anti-validiste. Moi, du coup, c'est Harriet G. Plutôt là, mon taf principal, ça va être plutôt dans l'écriture. Après, ça m'arrive de faire des interventions un peu à droite à gauche. Et du coup, je me définis plutôt comme militante antivalidiste, mais avec une dimension un peu intersectionnelle, dans le sens où je parle assez régulièrement aussi de problématiques queer, de problématiques de classe ou de genre, etc. Je pense que c'est important de préciser aussi que je suis une personne queer et racisée. Et du coup plutôt sur la tranche des personnes qui sont handicapées de manière visible. Dans cet épisode, on va utiliser souvent le terme de validisme. Et du coup, on a demandé à Harriet de nous le définir. Le validisme, c'est un système de valeurs dans lequel on a placé du coup des normes qu'on appelle valides comme au-dessus d'autres normes. Donc quand on parle de normes, ça va être des normes sensorielles, de normes physiques, de normes psychologiques, etc. qu'on place au-dessus d'autres, selon des normes qu'on a décidées, qui évoluent, qui changent selon les pays, etc. Et avec l'idée que du coup les personnes qui sont considérées comme ayant moins de valeur peuvent être discriminées à cause de ces choix-là. Historiquement, le validisme, c'est aussi un système ancré dans le capitalisme racial, centré sur la productivité et l'utilité des individus, et donc une hiérarchisation de ce qui est ou non considéré comme humain. Et enfin, pour clore ce moment en définition, on lui a demandé ce qu'elle entendait par eugénisme. C'est tous les modes de pensée ou les dogmes en fait. Pareil, on parlait de mettre la valeur de certains humains au-dessus de d'autres. C'est aussi un mode de pensée où du coup on va sélectionner en fait les meilleurs humains et du coup se débarrasser en fait de ce qu'on considère comme étant moins intéressant. Là aussi, la plupart du temps, c'est basé sur des logiques capitalistes. Toi, tu as un peu fréquenté les milieux et les luttes écolos, et on voulait connaître un peu ta perception, depuis ton point de vue handi, de ces milieux-là. Moi, la vision que j'en ai eue, plutôt ceux que j'ai approchés ou ceux qui étaient en fait dans les villes où j'étais, c'était plutôt par exemple L214 ou ce type de collectif. Et du coup, c'est des collectifs quand même qui sont assez socialement déjà très basés. Enfin, c'est beaucoup des populations blanches, du coup beaucoup des populations bourgeoises, etc. Du coup, ça se sent aussi dans la façon dont sont amenées les problématiques. Et plus globalement, on va dire dans des événements politiques ou des choses comme ça, ou que ce soit Eurogroupe Écologie Les Verts ou des collectifs plus alternatifs type Bure ou Notre-Dame-des-Landes, c'est plutôt pas une question en fait.
dans le sens où on n'est déjà pas présent sur les lieux. C'est des lieux qui sont pas pensés pour être accessibles non plus. L'accessibilité est pas vraiment un truc qui est pensé comme étant important. On a de temps en temps des petits événements qui le sont, mais en général, soit c'est le fait du hasard, ou alors c'est vraiment poussé dans la communication, comme si ça excusait le fait que les 3/4 du temps ce soit pas le cas. Et du coup, ce qui fait que les problématiques qui sont liées au validisme, au handicap, à la santé et à l'écologie, en fait, sont jamais vraiment posées. En fait, c'est une non-question. Et du coup, on se retrouve un peu dans un cycle où, parce que c'est des questions qui sont jamais posées, en fait, du coup, les personnes handies ont pas vraiment un intérêt, une curiosité à aller dans ces groupes-là, où en fait, on va leur renvoyer constamment le fait que ces problématiques-là, en fait, sont secondaires. Et pendant la période du Covid, en fait, c'est même devenu des lieux qui sont devenus je pense qu'on peut même parler de lieux devenus hostiles, où en fait, on a eu, d'autant plus dans les milieux écologiques, il y a eu une défiance vis-à-vis des masques, etc. Et sans vouloir faire de généralité ou de stéréotypes, je pense que c'est aussi des lieux dans lesquels on est beaucoup plus à même de trouver aussi des personnes qui vont rechercher des modes de vie alternatifs, qui vont avoir une défiance vis-à-vis du gouvernement en général, mais du coup qui allaient aussi avec une défiance médicale et une défiance vis-à-vis de Big Pharma, etc. Et même si on peut clairement avoir une critique des modèles médicaux et pharmaceutiques, etc., on a vu que là, en fait, il y avait une défiance qui s'est fait de manière très généralisée. Et en fait, le port du masque, par exemple, est devenu un espèce de signe politique d'acceptation des mesures de gouvernement et plus du tout un enjeu en fait de santé. Et du coup, c'est devenu quasiment une revendication en fait de refuser de porter le masque, etc., sans se poser la question de la santé. En fait, c'est devenu quasiment secondaire par rapport au fait de respecter ou non les mesures du gouvernement et par rapport ou non être d'accord avec ces mesures. Et en fait, même au niveau politique plus large, c'est un truc les liens qui sont faits entre santé et écologie, c'est quelque chose qui est assez évident pourtant, mais qui est assez peu discuté, ou alors discuté un peu sur une crainte lointaine, c'est-à-dire ça pourrait rendre malade, telle pollution pourrait affecter la santé, mais c'est toujours au conditionnel, comme s'il y avait pas déjà des gens affectés, comme s'il y avait pas déjà des gens qui tombaient malades, qui devenaient handicapés, etc., à cause de problématiques écologiques. Et il y a une espèce de forme de déni et de fuite vis-à-vis de ça. Et la pandémie, c'est un très bon exemple de ça. Dans le sens où, en fait, des pandémies, on va en connaître. C'est pas la première. C'est pas la première. Il y en aura d'autres. Et en fait, la façon dont on gère ça pour l'instant, en fait, c'est soit suivre aveuglement les gouvernements et les politiques de chaque État de manière très indépendante, alors qu'on parle de problématiques mondiales. Et de l'autre côté, en fait, il n'y a pas vraiment de système, par exemple, d'autodéfense sanitaire qui s'est mis en place, où on sait qu'en fait, on peut, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont contre le pass sanitaire et qui sont quand même pour le port du masque. C'est quelque chose qui était tout à fait possible, en fait. C'est possible d'avoir des lieux de résistance, c'est possible de créer des systèmes de solidarité, en fait, qui reposent pas sur le soutien ou le contrôle de l'État, mais qui, en fait, permettent quand même de prendre soin des personnes. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est pensé et imaginé, et on voit que même dans les lieux où il y a une espèce de volonté de faire ça, en fait, il y a un peu cette espèce de volonté de prendre soin du libre arbitre. Par exemple, nous, on a été beaucoup invités dans des lieux, par exemple, où on nous disait, le masque, on le propose aux gens, mais c'est pas obligatoire, parce qu'on veut respecter la liberté de chacun de faire comme il l'entend par rapport à ça. Et du coup, en fait, la liberté individuelle de pouvoir ou non mettre le masque passe au-dessus de la liberté individuelle de pouvoir vivre. Et c'est mis sur la même échelle, en fait. Ce que dit Harriet sur les impacts environnementaux différenciés selon les populations, que ça soit pour la pollution atmosphérique ou les perturbateurs endocriniens, nous a fait penser au concept de Disability Justice Culture. Pour résumer très très vite la Disability Justice Culture, en fait l'idée c'est que c'est le cas, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, mais en fait c'est un truc qui s'applique à beaucoup de pays. En fait l'idée de la Disability Justice Culture, c'est que contrairement à la façon dont où les personnes se sont battues pour les droits des personnes handicapées, en fait pendant très longtemps c'était quand même très axé sur les populations blanches et sur les problématiques des personnes blanches. Et du coup, une des conséquences, c'est que du coup, dans l'acquis de certains droits, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées.
Et en fait, là, l'idée, c'était de mettre aussi en valeur les problématiques d'autres populations, que ce soit les populations queer, que ce soit les populations racisées, etc., qui ont des accès au monde médical qui sont pas les mêmes. Il y a aussi une question de moyens qui s'est posée, parce que en France, on a la sécurité sociale, mais en fait, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, en fait, ça joue aussi sur l'accès à la santé. Et donc, c'est comment, en fait, on vient aussi se préoccuper de ces situations-là. Et en fait, pas oublier qu'il y a aussi un rapport à la loi qui est pas le même pour tout le monde, avec l'idée que en fait le fait d'avoir un statut handicapé, etc., est pas quelque chose qui protège tout le monde de la même manière, que d'avoir un statut, un diagnostic est pas la même chose de la même manière. Pour prendre l'exemple par exemple des diagnostics psy, si pour certains ça va permettre d'avoir des aménagements et de l'aide financière, etc., pour d'autres en fait ça va être juste une façon d'être stigmatisé. On sait par exemple que les violences policières envers les personnes handicapées noires ou racisées en général sont beaucoup plus importantes. Et on sait aussi par exemple que le taux d'emprisonnement de ces personnes-là est vachement plus important. Là où dans d'autres cas, quand il y a des problématiques de santé mentale, on va plus du coup aller vers d'autres solutions qui sont pas non plus forcément positives. C'est pas du tout l'idée là. Mais du coup, c'est comment en fait ces choses-là s'articulent et comment même la pensée en fait de corps inférieur et de logique d'infériorité, elle est basée dans le racisme. Et en fait, il y a vraiment un lien entre la construction de hiérarchie des vies qui fonctionne à la fois dans la façon dont on pense le handicap, qui s'est pensé en rapport avec le capitalisme historiquement, sans rentrer dans de longs détails là-dessus, mais aussi sur des pensées racistes en fait, et sur la façon dont on pense les diagnostics, dont on pense ce genre de choses, qui est beaucoup plus complexe que juste un rapport médical, qui là aussi en fait, quand on voit qui est le corps médical, de quoi il est composé et historiquement comment il s'est créé, on peut voir qu'il y a aussi une base raciste très importante et que c'est des choses qui sont en général pas du tout posées en fait par les personnes handicapées. Historiquement, la médecine, en tant qu'institution étatique, a joué un rôle prépondérant dans la légitimation, entre guillemets, scientifique, du racisme et du colonialisme, notamment en cherchant à démontrer la prétendue supériorité de la race blanche ou en pathologisant les comportements décolonisés. Tout comme dans le reste de la société, le racisme reste actuellement ancré dans les sciences médicales, que ce soit dans la construction des savoirs, où on retrouve des biais racistes et une sous-représentation des personnes racisées dans les recherches, ou dans les pratiques quotidiennes, où on constate notamment la blanchité du corps médical plus on monte dans la hiérarchie, avec une des discriminations les plus flagrantes étant celle du syndrome méditerranéen. Donc ça, c'est un terme désignant le préjugé raciste, où les soignants vont considérer que les personnes, principalement noires ou arabes, exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs, ce qui entraîne donc une défaillance de prise en charge médicale, pouvant avoir des conséquences graves sur la santé des personnes concernées. J'avais l'impression qu'il y avait aussi ce truc de un peu pas être que dans la revendication de droit, mais d'être dans quelque chose de plus complexe et de demander de la justice. Et aussi, du coup, ça peut... moi, j'ai l'impression que ça peut se croiser aussi avec les mouvements de justice climatique ou de justice environnementale qui viennent prendre ces questions-là de prendre en compte des axes de race, des axes de classe vis-à-vis d'enjeux climatiques. Et j'ai l'impression que du coup, ça peut être des termes et des mouvements qui peuvent s'entrecroiser et se discuter ensemble, quoi. Ben complètement, et je pense qu'un des trucs que j'ai oublié en parlant de Disability Justice Culture, c'est que l'idée en fait de ne pas faire constamment appel à l'État avec l'idée en fait que c'est la solution et que c'est à lui qu'il faut demander des comptes, mais aussi en fait voir l'État comme une source d'oppression qui n'était pas forcément quelque chose qui était perçu auparavant, mais plutôt voir l'État comme un espèce de truc pourvoyeur et lui demander constamment des choses. Et en fait là, c'est voir l'État comme une entité en fait autoritaire contre laquelle on vient combattre. Et dans le cas de la Disability Justice Culture, c'est l'idée que en fait il y a pas que l'État en fait enferme les handicapés, violente aussi les handicapés et notamment racisés. Et en fait, dans le cas de la justice climatique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que l'État a aussi permis énormément de choses en termes de destruction écologique et a été énormément permissive auprès d'entreprises multiples, etc. Et en fait, il y a énormément de guerres où on voit qu'il y a des enjeux économiques privés qui les justifient derrière. Et en fait, c'est voir l'État pour ce qu'il est, en fait. C'est-à-dire aussi un système autoritaire
qui est à combattre et pas juste une entité, on va dire, paternelle qui se placerait au-dessus à laquelle il faut demander de l'aide. Est-ce que tu peux donner 1 ou 2 exemples en quoi l'État oppresse directement les personnes handies? Eh ben, si on fait le lien entre handicap et les questions de pollution, enfin, j'avais passé, en cherchant des exemples, j'en ai trouvé beaucoup trop. Mais en fait, historiquement, il y a vraiment un lien entre la manière dont les États ont volontairement handicapé en fait des populations sans ensuite faire œuvre de réparation. Enfin, j'avais pensé à l'agent orange au Vietnam, par exemple. J'avais pensé à Monsanto en Amérique latine. J'avais pensé aux bactéries antibiorésistantes en Inde qui causent actuellement énormément de pathologies du coup qui sont plus soignables. Et puis à la chlordécone au Guadeloupe et à la Martinique, qui en fait à chaque fois ce sont des choses que l'État a autorisées en sachant la dangerosité et en fait a fait le choix pour des volontés économiques, etc. en fait de prendre la décision d'empoisonner ces personnes-là. Pour reprendre l'exemple de la chlordécone par exemple, en France elle a été interdite. Donc il y a vraiment une dimension raciste là qui est assez évidente donc en fait ces personnes-là ont plus de valeur, donc on va l'interdire pour protéger ces populations-là. Par contre celles outre-mer c'est considéré comme un risque acceptable. Pour compléter les propos d'Ariette, on a voulu revenir en détail sur les enjeux de santé posés par l'émergence de l'antibiorésistance en Inde. Les usines pharmaceutiques indiennes et chinoises fabriquent plus de 90% de nos antibiotiques. Mais en produisant ces médicaments, ces usines provoquent de nombreux ravages écologiques en polluant les écosystèmes à l'arsenic, au nickel ou au chrome, mais aussi en créant des foyers d'antibiorésistance. L'antibiorésistance est le phénomène qui consiste pour une bactérie à devenir résistante aux antibiotiques en y étant beaucoup confrontée. Un bon exemple de cet enjeu est la région autour de la ville d'Hyderabad dans l'est de l'Inde. C'est l'un des sites majeurs de fabrication d'antibiotiques dans le monde. On trouve à proximité de cette ville quelques 150 usines pharmaceutiques. Dans les rivières et les lacs des environs, les concentrations en antibiotiques sont de 100 000 à 1 million de fois supérieures à celles relevées dans les eaux européennes. L'industrie pharmaceutique profite de l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché, de taxes très faibles, de réglementations environnementales très peu contraignantes, et aussi de milliers de lacs et de rivières dans lesquels décharger leurs déchets sans problème. L'antibiorésistance est un phénomène de santé publique majeur, car selon l'OMS, c'est l'une des 10 plus grandes menaces pour la santé humaine, mais elle n'affecte pas toutes les populations de la même manière. On estime le nombre de morts dus à l'antibiorésistance 3 fois plus importante en Inde que dans toute l'Europe confondue. Et ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de racisme environnemental. Lors des événements climatiques extrêmes, on voit aussi qu'il y a une surmortalité des personnes handies. Nous, on a l'impression qu'il y a une forme d'abandon de ce groupe de la population. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet-là? Est-ce que ce terme d'abandon, il te parle ou est-ce que tu utiliserais un autre terme? Au début, en fait, j'avais un peu de mal avec le terme abandon parce que pour moi, il y a une dimension un peu volontaire dans le fait du coup, de chercher à se débarrasser de ces personnes-là. Et j'ai l'impression que dans la plupart des cas, c'est pas ce qui se passe. En fait, souvent, c'est juste que c'est quelque chose auquel on pense pas. Et du coup, on voit que dans les systèmes en fait qui sont mis en place pour prévenir les gens en cas de catastrophe, par exemple, où on fait des systèmes qui sont pas adaptés, enfin qui sont pensés uniquement pour les personnes voyantes ou uniquement pour les personnes entendantes, sans penser que c'est pas enfin qu'il y a d'autres aussi personnes qui existent, ou alors ça va être dans la façon dont on pense les évacuations, où en fait on n'a rien pensé pour les personnes à mobilité réduite. Etc. Et on voit que comme c'est des choses qui sont pas pensées de manière globale au général, en fait, quand il y a des moments de crise, en fait, les gens sont beaucoup trop préoccupés par leur propre survie pour venir s'inquiéter en fait de personnes qui pourraient être plus vulnérabilisées qu'elles. Et enfin, pour moi, c'est important aussi de faire la différence entre personnes vulnérables et vulnérabilisées, dans le sens où c'est vraiment parce qu'on est dans une société qui rend ces personnes-là vulnérables qu'elles le sont. Et c'est exactement pareil pour le Covid, où en fait c'est parce que on a décidé en tant que société de ne pas faire de gestes qui permettent de protéger ces populations qu'elles sont vulnérables, pas parce qu'elles le sont en l'état.
quand les décisions gouvernementales sont prises, elles sont prises sans s'adresser aux concernés. Donc c'est assez évident qu'on se retrouve avec ce genre de problème. Mais aussi, on a évidemment des situations où en fait c'est clairement un choix qui est posé et qui est, justifié sur la moindre peine. Et par exemple, en lisant une étude sur l'ouragan Katrina, par exemple, il y a eu par exemple des appels d'urgence qui ont été montrés où en fait des personnes essayent d'être évacuées en disant qu'elles sont handicapées, etc., qu'elles peuvent pas sortir par elles-mêmes, etc. Et en fait on les laisse de côté, ou alors on les laisse patienter un temps beaucoup trop important alors qu'on est en pleine catastrophe. Un autre exemple, par exemple, c'est encore pendant le Covid. Je suis désolée, je vais faire que parler du Covid, mais on a eu ça aussi où en fait, alors je pense pas que c'était l'ordre des médecins, je sais plus, je crois que c'était des hôpitaux qui avaient défini des degrés d'autonomie pour faire du tri dans les patients pendant les systèmes de réanimation. Évidemment que il y a clairement un aspect financier et monétaire qui fait qu'il y a eu des choix auparavant qui ont été faits pour supprimer des lits et du personnel. Mais il n'empêche que du coup, l'une des conséquences, ça a été que des personnes handies, en fait, se retrouvent complètement terrifiées à l'idée d'aller à l'hôpital, en sachant que, en fait, leurs vies sont considérées comme étant moins importantes. Et clairement, là, c'était factuellement ce qui était écrit et c'était dit de manière extrêmement froide. Voilà, vos vies ont moins de valeur que celle d'une personne valide. Vous marchez ou vous marchez pas, vous avez besoin d'aide, vous avez pas besoin d'aide. Enfin, il y avait tout un tas de critères, en fait, qui définissaient qui on mettait à la place de qui, de manière extrêmement froide et horrifiante, en fait. Tout au long de l'épisode, Harriet parle des institutions et de l'institutionnalisation des personnes handicapées. On lui a demandé de revenir en détail là-dessus. Quand je parle d'institution, si je parle dans un contexte français, ce qu'on appelle institution, ça va être les hôpitaux psychiatriques, ça va être les instituts médico-éducatifs, donc c'est des instituts où on va mettre des enfants handicapés, ça va être les ESAT, donc des milieux de travail pour personnes handicapées, ça va être les EHPAD aussi pour les personnes âgées. En fait, c'est des lieux dans lesquels en fait c'est du personnel médical en fait qui va prendre soin, encore une fois avec beaucoup de guillemets, de personnes handicapées en fait qui se retrouvent dans ces lieux-là souvent sans leur consentement. Et en fait, c'est considéré comme une alternative valable au fait de pouvoir vivre dans la vie civile, etc. Sauf que c'est considéré par l'ONU comme des lieux de privation de liberté. Plutôt, l'idée, en fait, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de promouvoir ce type de lieux. Il y a beaucoup de pays qui, petit à petit, vont vers ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation. C'est-à-dire, donc, la disparition de ces institutions, dont on sait, en plus, que économiquement, ça n'a pas de sens non plus. Enfin, c'est humainement aberrant et économiquement aberrant. Et en fait, en France, plutôt, on est toujours dans un système où on veut les voir perdurer et grandir, et c'est censé être la seule alternative. Et un des problèmes, c'est que du coup, comme on considère que les institutions sont une solution valable, en fait, c'est censé être ça la perspective de vie pour les personnes handicapées et malades. Et le fait de vouloir du coup choisir de vivre en tant que personne autonome, faire ses propres choix de vie, etc., en fait, est considéré comme une exception. Et non comme ce qui devrait être la règle, en fait. Et pour moi, je sais que c'est aussi le cas pour beaucoup de personnes antivalidistes, en fait, il y a vraiment un lien entre ces lieux d'enfermement-là dont j'ai parlé et les prisons, en fait. Et c'est des systèmes carcéraux qui fonctionnent différemment, mais en fait, c'est les mêmes logiques, c'est les mêmes systèmes de contrôle, surtout pour le cas des hôpitaux psychiatriques, où, en fait, la psychiatrie, de base, en fait, elle a été construite avec l'idée d'avoir un contrôle social sur les populations, de définir quels sont les comportements qui sont socialement acceptables et quels sont ceux qui ne le sont pas. On voit qu'il y a vraiment des passerelles assez franches entre tous ces systèmes-là. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à se débarrasser de tous ces systèmes-là ensemble. Pour revenir plus spécifiquement sur les hôpitaux psychiatriques, ou HP, c'est une institution basée sur les mêmes logiques carcérales que la prison. Elle perpétue les mêmes processus de criminalisation, de maintien de l'ordre et de surveillance. Ce positionnement sur le même continuum se retrouve dans l'organisation similaire de ces lieux d'enfermement. Isolement social, recours aux forces de l'ordre, à l'isolement et à l'enfermement dans des cellules ou des chambres. De nombreux moyens sont utilisés pour contrôler les personnes en HP, comme l'administration de force des médicaments, également appelée camisole chimique, ou l'utilisation des contraintes physiques. Les droits des personnes sont aussi restreints. Limitation drastique de l'accès à la lumière du jour, à l'air frais, au téléphone portable, aux informations ou aux médias du monde extérieur, le port d'un uniforme, les humiliations et les maltraitances. De manière générale,
Tous les droits des personnes internées sont soumis au bon vouloir du personnel et chaque décision passe par le psychiatre, que ce soit les permis de visite, de sortie, l'accès à certains objets, les horaires des visites, etc. Et tous les actes quotidiens sont encadrés et millimétrés. Par exemple, les horaires de lever et de coucher, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles, l'interdiction d'aller dans la chambre de quelqu'un d'autre, etc. En entrant en HP, que ce soit ou non sous contrainte, tu ne peux pas savoir quand tu auras de nouveau le droit de sortir, car l'autorisation est soumise à l'évaluation psychiatrique. L'organisation de l'espace y est aussi similaire. Grille, caméras de surveillance, portique, contrôle à chaque entrée et sortie des différents espaces, fouilles et affaires confisquées. Moi, j'ai l'impression que du coup, sur cette question de l'autonomie, ces discours Andy et ces discours écolos peuvent beaucoup se retrouver dans le sens que dans les discours écolos, il y a beaucoup cette question de trouver une forme d'autonomie vis-à-vis du capitalisme, de recréer des communautés qui soient plus puissantes, et qu'en fait, ça peut s'interconnecter avec ces enjeux-là, quoi. Complètement, et c'est assez dommage d'ailleurs que ce soit pas plus le cas, parce que clairement en fait dans les utopies en fait qui sont pensées en termes écologiques, alternatifs, etc. et dans ce que les gens essaient de construire, en fait la dimension de la solidarité elle est quasi inexistante ou alors très très peu pensée, alors que en fait oui, si on veut commencer à construire un monde dans lequel en fait on arrête de fonctionner avec des systèmes autoritaires, il faut aussi penser des mondes en fait qui soient accessibles pour tout le monde, parce que c'est très séduisant en fait l'idée d'aller vivre dans la campagne et avoir son petit potager et vivre à 5 et puis c'est super et avoir l'autonomie alimentaire, etc., mais en fait c'est pas possible et c'est pas souhaitable pour tout le monde. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait des 15% de la population qui seront peut-être pas capables en fait de gérer leur autonomie alimentaire par exemple par eux-mêmes. Est-ce que du coup ça veut dire qu'on les met de côté, qu'on considère que la nature fait son devoir et qu'on va juste recommencer à vivre comme à la préhistoire et que c'est quelque chose de souhaitable? Personnellement, je suis pas trop chaud. Mais après, je suis peut-être un peu biaisée. Alors que de l'autre côté, en fait, je trouve que justement les personnes Andy ont aussi des formes de sagesse en fait qui vont être utiles dans les sociétés qu'on veut essayer de construire à l'avenir. Et ça peut paraître déprimant de le dire comme ça, mais en fait on se dirige vers une société en fait où il va y avoir de plus en plus de personnes malades, de plus en plus de personnes blessées, de plus en plus de personnes abîmées, etc. Et donc en fait construire une société avec l'idée que la maladie, la vieillesse et la mort, ça n'existe pas parce qu'on a tellement eu l'habitude de mettre ça dans justement des institutions ou complètement de côté ou de mettre ça loin de nos regards qu'on sait plus comment fonctionner avec, alors que c'est une partie intégrante en fait des modèles de société qu'on a besoin de construire. Tu disais à un moment comment lors des réflexions sur les événements climatiques extrêmes, sur les évacuations, etc., il y a vraiment ce truc sur les individus. En fait, on va sauver les individus valides, il faut que vous fassiez telle et telle chose sans prendre en compte que toutes les personnes ne peuvent pas en fait faire les choses qui sont demandées. Et c'est un peu la même chose sur la majorité des discours dominants dans les politiques écologiques qui vont se concentrer en fait sur des changements individuels et qui vont du coup négliger la plupart des aspects systémiques qui pénalisent du coup certaines catégories de la population plus que d'autres. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir sur comment ça se traduit plus spécifiquement pour les personnes Andy ? Problème de ce genre de questionnement très individualiste et de voir l'écologie comme un truc extrêmement individualiste, c'est qu'aussi en fait ça vient poser du coup des injonctions qui sont extrêmement culpabilisantes et en fait quand des personnes vont venir pointer et en fait les demandes que vous faites elles sont pas accessibles pour une partie de la population, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? À dire oui bon vous d'accord ok mais en fait c'est toujours une pensée qui vient se rajouter à la suite. Et pas du coup quelque chose qui est pensé en amont de, en fait, oui, il y a des personnes pour lesquelles ça va pas être possible. Et de manière générale, en fait, toutes ces petites injonctions individuelles, on se rend compte que la plupart du temps, être pauvre, ça suffit, en fait. Ça fait qu'on est super écolo. Maintenant, on aimerait discuter avec toi de la question de la technique et de la technologie, qui se pose à la fois d'un point de vue Andy et d'un point de vue écolo. En fait, il y a des groupes écolos qui se disent technocritiques, qui
qui vont être dans un rejet quasi total de la technologie, comme quelque chose qui va altérer ou forcément dégrader la nature, avec une vision d'une nature qui est figée, qui peut pas changer. Et c'est souvent des visions qui sont basées sur des pensées eugénistes. Est-ce que toi, tu peux nous dire c'est quoi un peu ta vision des choses et comment tu vois ça? Je pense que c'est complètement possible, en fait, d'avoir une critique sur la modernité et sur les outils modernes, etc. Et en fait, se questionner sur nos usages. Et je pense même que c'est clairement nécessaire, en fait. Enfin, que oui, en fait, il y a beaucoup d'outils de la technologie actuelle et des outils de surveillance, en fait, enfin, qui sont devenus des outils de surveillance. Dans ce que, par exemple, des gens vont définir comme du confort moderne, en fait, il y a aussi de l'autre côté, des outils, en fait, qui sont nécessaires à la survie d'autres personnes. Et par exemple, un exemple très bête, ça va être l'électricité, par exemple. Où oui, en fait, il y a des endroits où il y a besoin de se chauffer et c'est pas possible de faire de faire autrement. Alors oui, c'est possible de le faire sans électricité, etc. Mais il y a aussi d'autres choses. Enfin, je vais prendre un exemple très con, mais enfin, un fauteuil électrique, c'est un fauteuil qui a besoin de se charger à l'électricité. Et non, on n'arrive pas à le faire avec des panneaux solaires, malheureusement. Enfin, et que ce soit les respirateurs, et que ce soit l'oxygène, et que ce soit et que ce soit les médicaments. Et c'est pareil, en fait, c'est nécessaire d'avoir une critique de la recherche médicale, c'est nécessaire d'avoir une critique des industries pharmaceutiques. Aller jeter des cailloux aux gens qui prennent des antidépresseurs. Ça, je suis pas sûre, en fait, que ce soit extrêmement pertinent. Et pourtant, en fait, c'est aussi comme ça que ça se traduit. Et on parlait de la nature comme un truc pur, et je pense qu'il y a une espèce de survalorisation, en fait, de la capacité à vivre, justement, sans le confort moderne, l'eau potable, l'électricité, etc. Mais en fait, la capacité à résister au froid, l'humidité, etc., c'est pas des choses qui sont pareilles chez toutes les personnes. Et du coup, c'est aussi, là aussi, mettre un espèce de système de valeurs, et c'est clairement ce qu'avait fait, par exemple, Bolsonaro, dans un espèce de discours viriliste comme on n'en fait plus. En fait, c'était la loi du plus fort, et les personnes qui vont attraper le Covid, c'est les plus faibles, et c'est normal, et la nation n'a pas besoin de ces personnes-là. Bon, il l'a chopé, donc je sais pas comment il gère sa rhétorique maintenant, mais en tout cas, je pense que dès qu'on rentre dans des espèces de trucs dogmatiques en fait, ça, c'est mal, point barre, en fait, il y aura toujours possibilité d'amener des nuances, ou alors, du coup, c'est un petit peu inquiétant si c'est pas le cas. Après, dans la nature aussi, il y a un truc qui s'appelle la coopération, sur lequel nous, on n'est pas hyper doués quand même, et qui, en fait, fait que beaucoup de groupes non humains arrivent à survivre, et ont réussi à survivre jusque-là. Et du coup, s'il y a un truc qu'on devrait peut-être piquer à la nature sauvage, ce serait peut-être ça aussi, en fait. Tu parlais un petit peu qu'il est possible d'avoir de la nuance dans notre approche critique de la modernité, des techniques, des technologies, etc. Et quelque chose auquel nous, notamment venant aussi du milieu queer, on connaît un petit peu ce que c'est le mot creep. Et du coup, on s'était dit, en fait, il y a quelque chose là qui permettrait en fait d'avoir cette approche nuancée et qui permettrait d'y réfléchir d'une manière qui ne soit ni eugéniste, ou en tout cas moins validiste, quoi. En fait, creep, c'est créé sur la même base que le mot queer, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un terme en français qui veut dire estropié, qui est du coup été utilisé comme une insulte à la base, et que des personnes se sont réappropriées. En fait, on va parler de savoir creep, de culture creep, de creep research, etc. Et en fait, l'idée, c'est que c'est du coup valoriser en fait les savoir-faire que les personnes handies ont pu développer. On va parler par exemple d'intelligence creep ou de choses comme ça, en fait, pour parler de toutes les formes d'outils et de tous les systèmes de survie qu'on a dû mettre en place et dont on a eu besoin, et qui en fait sont des qualités en fait qui sont utiles pas seulement aux personnes handies, mais en fait à la population générale, et notamment je parlais de coopération et de solidarité tout à l'heure. En fait, c'est des choses en général, même la capacité à développer de l'empathie, à se soucier des personnes autour de soi, de veiller les uns sur les autres, de créer des espèces de réseaux de soutien qui sont pas là que en temps de crise, mais qui sont là aussi pour checker régulièrement si tout va bien, et avoir un rapport à l'aide aussi qui est plus basé sur des systèmes marchands, et évacuer aussi la question du service et de l'aide qui soit forcément dans un truc soit charitable, soit dans un truc marchand, et de revenir à des logiques qui soient plus basées sur des volontés d'autonomie. Mais en fait, c'est des trucs qui, si on a envie de construire aussi une société en fait anti-autoritaire, on va avoir besoin en fait de ces skills là. Et du coup, en fait, évacuer les personnes handies de ces milieux, en fait, c'est aussi une perte pour ces milieux-là, en fait. Parce que, en fait, nous, on a une certaine expérience à vivre dans une société, en fait, qui a été construite avec l'idée qu'elle ne voulait pas de nous et qui n'allait pas nous faire de cadeaux.
Et je pense que c'est exactement, pas exactement pareil, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut se vivre pour les personnes racisées, où en fait on vient mettre des systèmes de débrouille en place, des systèmes de solidarité, etc. Parce qu'en fait la société dans laquelle on vit n'est pas faite pour nous. Les rapports qu'entretiennent les personnes handies aux différentes technologies sont complexes. Elles peuvent à la fois nous être nécessaires pour survivre, comme un respirateur, ou permettre notre naissance, ou encore pour naviguer et interagir avec le monde avec plus d'équité, comme un fauteuil ou des antidouleurs. Mais elles peuvent également être utilisées contre nous pour nous corriger, à base de traitements cherchant à nous rendre normaux, ou à nous empêcher de nous reproduire en nous stérilisant. Donc on peut retracer les premiers pas des critiques CRIP des technologies dans les années 60 aux États-Unis, donc sur le campus de Berkeley, avec un collectif d'étudiants handi qui s'appelait les Rolling Codes. Donc ils vont s'inspirer et collaborer avec une clinique communautaire locale des Black Panthers et avec une clinique pour femmes. Et ce qu'ils vont faire, ces étudiants, c'est qu'ils vont organiser des protestations contre le programme de réhabilitation et ils vont créer leur propre centre de vie autonome en exigeant de faire les choses par et pour elles-mêmes. Ce lieu de vie, il a été important parce que ça a été un lieu d'expérimentation à la fois politique mais aussi pratique sur les technologies directement liées au handicap. Et il y avait aussi une volonté de la part de ce groupe de se réapproprier ces technologies, voire de les détourner, en s'ancrant dans une culture DIY. Ce mouvement, il a également revendiqué ce qu'il a appelé une identité CRIP. Donc ça reprend le mot cripple, on a déjà un peu parlé Harriet, donc qui veut dire infirme. En fait, il s'agissait d'une réponse anti-assimilationniste à certains impératifs de réadaptation. Vous voyez donc les personnes handicapées comme des personnes qui devaient se réadapter et devenir des citoyens indépendants et productifs qui puissent s'intégrer au système capitaliste. On a l'impression qu'aujourd'hui aux États-Unis, le mouvement CRIP il a réussi à prendre de l'ampleur, notamment grâce à Internet. Par contre, en France, ces réflexions, elles existent, mais elles restent toujours à la marge, et surtout dans le milieu universitaire, dont elles peinent à sortir. Aborder les analyses technocritiques d'un point de vue CRIP, c'est non seulement reconnaître notre propre responsabilité dans nos rapports aux technologies qui sont entremêlées dans les différents systèmes militaires et capitalistes, mais également comprendre que rejeter d'un bloc toute technologie et ou technique perpétue les mêmes systèmes de domination que l'on cherche à combattre. Donc, cripper nos rapports aux techniques revient à entretenir avec elles un rapport nuancé et situé qui prend en compte le contexte de chaque situation et qui va chercher à se réapproprier, à détourner et pirater ces outils. Cela vaut aussi bien pour notre présent actuel que dans nos projections pour des futurs CRIP désirables où la diversité des corps-esprits est attendue et bienvenue, et dans lesquels toutes les personnes handicapées s'épanouissent, quelle que soit leur productivité. Et ce qu'on veut dire par corps-esprit, c'est une seule et unique entité qui ne ferait pas de hiérarchie entre, d'un côté, le corps et l'esprit d'un individu. Pour soutenir des avenirs qui soient désirables pour tous et qui prennent en compte réellement les personnes handies, il faut refuser de traiter l'accessibilité comme une question libérale. Il faut refuser d'en faire une question de conformité technique ou de réhabilitation, ou d'en faire une simple solution technologique avec une forme de checklist à cocher. Au contraire, on peut aussi définir l'accessibilité comme quelque chose qui doit être pris collectivement, qui doit être désordonné, expérimental, qu'on doit modifier et adapter à chaque instant et à chaque situation. Si on veut s'inscrire dans des futurs et des temporalités CRIP, ce qu'il faut, c'est refuser le capitalisme extractiviste qui va exploiter et définir la valeur des vies à l'aune des capacités à produire. Il faut aussi refuser le pouvoir autoritaire de l'État, et notamment son bras médical, qui va décider quelles villes valent la peine d'être vécues et lesquelles doivent être corrigées, voire exterminées. C'est aussi comprendre que le handicap ne réside pas seulement dans les individus, mais aussi bien dans les interactions entre les corps-esprits et les systèmes normés dans lesquels ils vont exister. Merci beaucoup à Harriet et au studio de Radio Galère à Marseille qui nous ont accueillis pour l'enregistrement. Dans la description de l'épisode, on a compilé une liste de ressources sur les différents sujets abordés, que ce soit le Covid, la Disability Justice ou Justice Handi et les savoirs CRIP.
vite.